Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà partis pour notre cours à distance. Nous sommes dans le chapitre 5 encore, on le termine aujourd'hui et je vais voir le chapitre 6 et 6 bis. Alors ce chapitre 5, ça concerne toujours les rémunérations professionnelles. On a vu tout ce qu'il fallait voir sur les traitements et les salaires. Et je termine par un dernier point qui concerne les pensions. Alors, les pensions, c'est un autre cadre que le cadre 4, c'est le cadre 5. Donc, pour plus de facilité, vous prenez bien le cadre 5 sous les yeux, puisque c'est celui-là que l'on va analyser ensemble et avec lequel on va travailler. Alors, les pensions, pourquoi j'ai mis ça dans les rémunérations professionnelles? Parce qu'en fait, c'est ce qui vient finalement en remplacement un peu de vos revenus professionnels lorsque vous êtes arrivé en fin de carrière et que vous ne travaillez plus. Alors, les pensions en Belgique, cadre 5, il faut savoir que ce système de pension repose sur 3 piliers différents. Le système de pension, c'est quelque chose de très important puisque c'est ce qui permet de vivre ou de survivre, ça dépend comment on le voit, lorsque l'on n'a plus l'âge de travailler. Donc il faut savoir que l'âge de la pension en Belgique, c'est toujours 65 ans, mais à partir de 2024, la pension va passer à 67 ans. Donc voilà, à partir de cet âge-là, on ne travaille plus et on touche à la place du salaire une pension. Alors, ce système de pension repose donc sur 3 piliers. Il y a un premier pilier qu'on appelle la pension légale. Alors, la pension légale, c'est la pension que l'on touche euh, de l'administration des pensions, donc de l'État, et c'est la pension à laquelle tout travailleur a droit. On a travaillé pendant un certain temps, et donc, comme on a travaillé pendant un certain temps, ça peut être même un très long moment, eh bien, on a droit à avoir une pension. Alors, est-ce que ça veut dire que les chômeurs n'ont pas droit à avoir une pension? La réponse est non. Les chômeurs touchent des allocations de remplacement, donc ça remplace le travail, donc un chômeur peut bien sûr avoir une pension, sauf que sa pension va être évidemment beaucoup moins importante que quelqu'un qui aurait travaillé pendant des années et des années. Alors, ceci dit, on peut avoir aussi eu des périodes de chômage et des périodes de travail, on va en reparler après. Alors, cette pension légale que l'on touche, donc une fois que l'on a atteint l'âge de la pension, quand on reçoit cette pension légale, il faut la déclarer, puisqu'elle est taxable. Donc quelqu'un qui est pensionné, il doit aussi remplir sa déclaration fiscale, sauf que comme il n'a plus de salaire, il reçoit cette pension légale, il va devoir la déclarer dans le code de 128. Alors, la pension légale, donc c'est l'État qui nous la donne, elle est calculée en fonction de la carrière professionnelle du contribuable. Donc ça veut dire que tout le monde n'a pas le même montant de pension. Ça va dépendre de plusieurs choses, ça va dépendre surtout du nombre d'années de la carrière professionnelle et puis du statut aussi dans lequel on était quand on a travaillé. Est-ce qu'on a travaillé en tant que salarié, en tant qu'indépendant ou en tant que fonctionnaire? Un fonctionnaire étant une personne qui est nommée dans une administration publique et qui est donc payée par cette administration publique, à savoir donc l'État ou la région ou la communauté ou la commune, etc. Pourquoi est-ce que ça dépend du statut? Parce qu'en fait, il y a des formules différentes et il y a des règles différentes selon le statut dans lequel on se trouve. Alors, cette pension légale, qui doit être donc bien déclarée au code 228, c'est une pension, donc c'est un montant qui va venir
en plus de tous les autres revenus que je pourrais avoir. Revenus immobiliers, mobiliers, divers, etc., etc. Et donc, cette pension légale va venir en imposition globale avec ces autres revenus. Mais attention, il faut bien, et ça on verra un petit peu plus tard, il faut bien distinguer ce qui est imposable globalement et ce qui est imposable distinctement. Imposable globalement, par exemple, les revenus immobiliers. Donc ça veut dire que la pension légale va venir dans le paquet, remplir ce paquet avec peut-être des revenus immobiliers et va suivre les tranches d'imposition classiques. Il y a un deuxième pilier de la pension. Alors, pourquoi est-ce qu'il existe plusieurs piliers de pension? Parce qu'en fait, si on ne prend que la pension légale, celle-ci en fait en général n'est pas super élevée par rapport à un salaire qu'on aurait pu avoir lors de la carrière professionnelle. Et donc comme cette pension n'est pas très élevée et qu'en plus dans l'avenir il va y avoir beaucoup de problèmes au niveau des pensions, alors quel va être le problème? Le problème c'est que la pension, elle est subventionnée par la sécurité sociale. Par la sécurité sociale qui fonctionne aujourd'hui. Donc il y en a beaucoup qui pensent qu'on cotise pour sa pension, donc on prend quelque chose du salaire et on cotise pour la pension légale, ce qui est tout à fait faux. Ça, c'est pas la pension légale. La pension légale, elle est calculée d'une certaine manière en fonction de votre carrière, ok, mais au moment où elle est payée, elle est subventionnée par la sécurité sociale. Et donc la sécurité sociale, elle est alimentée par toutes les personnes qui travaillent à ce moment-là. Et donc, le problème, c'est que dans le futur, comme la population est fort vieillissante, eh bien, on va se retrouver avec beaucoup, beaucoup de personnes qui doivent toucher une pension par rapport au nombre de travailleurs qui seront sur le marché. Donc on sait déjà pertinemment que la sécurité sociale ne sera pas suffisante pour pouvoir subventionner ces pensions légales. C'est pourquoi on encourage en fait les travailleurs de cotiser à ce qu'on appelle des pensions extra-légales. Alors ça, c'est le deuxième pilier qui fonde tout ce système de pension. La pension extra-légale, c'est une pension, donc comme son nom le dit, extra-légale. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'État qui va vous la payer, ça ne dépend pas de votre carrière professionnelle, ça dépend de toute autre chose. Et de quoi? Eh bien, ça dépend de ce qu'on appelle un fonds de pension ou une assurance groupe pour les salariés, euh, une pension complémentaire d'indépendant et, tout nouveau sur le marché, ce qu'on appelle la pension libre complémentaire pour salariés. Alors, un fonds de pension, une assurance groupe, c'est lorsque vous travaillez pour une société et que votre employeur dit voilà, je vous propose une assurance groupe. Une assurance groupe, c'est quoi? C'est le fait qu'on groupe plusieurs travailleurs, ça peut être 10, 15, 20, 100, ça dépend de l'entreprise, pour cotiser à une assurance. Et cette assurance, elle va servir à quoi? Elle va vous servir à vous verser un montant de pension complémentaire parce que vous aurez cotisé pendant votre carrière. Alors c'est intéressant parce qu'on est beaucoup de travailleurs à cotiser à cette assurance. Donc c'est moins cher que si vous le faisiez tout seul. Alors la différence entre le fonds de pension et l'assurance groupe, c'est une différence de risque, tout simplement, puisque les assurances en fait proposent des produits qu'on appelle à risque et des produits qui sont moins à risque. Le fonds de pension étant plus à risque que l'assurance groupe. Alors, soit vous vous retrouvez avec un employeur qui paye lui-même les primes, et ça on a vu alors dans les avantages sociaux. Le fait de payer ses primes, c'est un avantage social non taxable. Soit c'est vous qui payez ces primes, on prend ça de votre salaire tous les mois, et dans ce cas-là, alors vous avez droit à avoir une réduction d'impôt. Alors, les indépendants peuvent faire la même chose, ce qu'on appelle une pension complémentaire d'indépendants. Il y a des indépendants par secteur qui se retrouvent. Euh, Par exemple, moi, quand j'étais avocate, eh bien, le barreau proposait une pension complémentaire pour les avocats. Et donc,
on pouvait cotiser pour cette pension complémentaire. Alors, ce qui est nouveau, c'est la pension libre complémentaire pour salariés. Ça n'existait pas jusqu'à l'année passée. En fait, une assurance groupe ou un fonds de pension, c'est quelque chose qui est proposé par un employeur. Or, tous les employeurs ne proposent pas ces assurances groupes, ces fonds de pension. Donc, on pourrait très bien se retrouver dans un secteur où on ne propose pas ce type de pension extra-légale. Du coup, on permet maintenant aux salariés de lui-même cotiser à une pension libre complémentaire, mais toujours via son employeur. Alors, c'est un accord que l'on trouve avec l'employeur, et donc l'employeur va prendre de votre salaire chaque fois un montant pour cotiser à cette assurance particulière. Alors, quand on reçoit au moment de la pension ce montant de pension extra-légale, eh bien, il faut savoir qu'on est taxé aussi là-dessus. Sauf qu'ici, ce n'est pas quelque chose qui va se mettre dans le paquet d'imposition globale, c'est quelque chose qui va être imposé tout à fait distinctement, donc selon des taux particuliers. Alors, ces taux varient entre 10 à 33%, parce que ça dépend de la manière dont on vous verse le capital. Soit ça peut être un capital en une fois, soit ça peut être un capital morcelé sous forme de rente. Mais je ne vais pas plus loin parce que vous ne devez pas savoir plus. Alors, vous devez déclarer ce montant de pension extra-légale que vous recevez en fonction du taux de l'imposition. Et donc, en général, votre assurance vous dit quel est le taux d'imposition pour que vous puissiez bien déclarer dans le code adéquat. Alors, par ailleurs, donc avant de toucher cette pension, donc c'est ce que je vous expliquais, pendant que vous êtes travailleur et que vous cotisez à ce genre de pension extra-légale, vous avez droit à avoir une réduction d'impôt. Alors cette réduction d'impôt, elle est non négligeable, elle équivaut à 30% des primes qui sont versées par le travailleur. Puisque je vous rappelle que si c'est une prime versée par l'employeur, ça c'est un avantage social. Mais donc si c'est vous, travailleur, qui cotisez à cette pension, vous pouvez avoir une réduction d'impôt de 30%. Pour pouvoir bénéficier évidemment de cette réduction, il faut prévenir l'administration fiscale, et donc on prévient l'administration toujours en remplissant le code adéquat dans la déclaration d'IPP. Alors, quels sont les codes qu'il faut remplir dans ce cas-là? C'est le cadre 4, d'accord, dans lequel il faut mettre tout ce qui est relatif au salaire. Mais donc, dans le cadre 4, dans le code 285, vous devez indiquer la prime que vous auriez payée dans le cadre d'une assurance groupe. Si c'est une poursuite de versement dans un fonds, une assurance groupe de l'ancien employeur, ça peut arriver. Là, vous devez déclarer dans le 283. Et si c'est une pension, donc vous cotisez pour une pension libre complémentaire pour salariés, là, vous devez déclarer les primes que vous payez dans le code 287. Mais attention, ici, il y a une limite, alors que dans les autres, il n'y en a pas. Ici, vous ne pouvez pas dépasser 3% de vos revenus professionnels nets ou au maximum, en tout cas, 1 600 euros. D'accord? Donc ça, vous devez indiquer dans ces codes adéquats pour qu'au moment où on calculera l'impôt, on tienne compte de cette réduction, mais on en reparlera encore un peu plus tard. Alors, si c'est l'employeur qui paye vos primes, c'est un avantage social, mais lui, ça peut être intéressant parce que il a une certaine déductibilité qu'il peut faire, en fait, dans le cadre de cet avantage social. Alors, ce deuxième pilier, ces deux piliers, enfin pas le deuxième, le premier aussi, le premier et le deuxième pilier, en fait, sont des piliers qui sont assujettis aux cotisations sociales. Donc attention, lorsque vous touchez une pension légale ou une pension extra-légale, il y a des cotisations sociales à payer, et il y a un précompte professionnel d'ailleurs qui est retenu là-dessus. Et donc il faut bien déclarer le précompte professionnel au code 225. Je vous rappelle que quand il y a plusieurs codes,
entre parenthèses, il faut remplir entre parenthèses et puis mettre le total éventuel dans le code qui est repris sans les parenthèses. Alors, donc, il y a bien un assujettissement aux cotisations sociales et précomptes professionnelles, oui, puisqu'il y a une taxation d'office qui se fait dessus. Alors, j'en arrive au troisième pilier du système des pensions, qu'on appelle l'épargne de pension individuelle. Donc, l'épargne pension individuelle, ça c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est pas du tout lié à votre employeur. C'est quelque chose que vous avez envie de faire personnellement. Vous prenez l'initiative de vous dire, tiens, ben, ma pension légale plus tard, elle ne sera pas terrible. Je n'ai rien qui est proposé via mon employeur. Je ne peux même pas faire une pension libre complémentaire de salarié. Donc, je souhaite faire quelque chose individuellement, ce qu'on appelle une épargne pension. Et donc, vous allez voir vous-même un organisme financier, alors ça peut être une assurance, ça peut être une banque, pour voir ce qui peut être proposé. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez demander, il existe plusieurs produits d'assurance, produits d'épargne pension, ça vaut la peine de se renseigner pour voir ce que chaque banque ou chaque assurance peut proposer. Mais donc cette démarche est bien individuelle. Alors, quand vous faites cette démarche individuelle, ce que vous touchez est évidemment taxable, on va en parler juste après. Mais ce à quoi vous cotisez, donc pendant que vous êtes travailleur, vous cotisez évidemment à cette épargne pension. Eh bien, le fait de cotiser à cette épargne pension, vous avez droit à avoir une réduction. Pourquoi est-ce qu'on offre toutes ces réductions au niveau des cotisations à ces pensions? Ben justement pour encourager le citoyen à se ménager justement un petit capital lorsqu'il sera pensionné, parce qu'on sait tous que la pension légale risque de fortement diminuer, voire peut-être un jour de disparaître dans les années à venir, donc dans 20, 30, 40 ans, c'est-à-dire tout ce qui va nous concerner, nous, plus tard. Alors, donc on a droit à avoir une réduction. Alors, la réduction d'impôt ne sera possible, attention, que si le versement des primes ne dépasse pas, alors pour cet exercice d'imposition 2020, c'est 1260 €. Mais ça se calcule d'une certaine manière. Alors, si vous versez des primes jusqu'à 980 €, on parle toujours par an évidemment, vous aurez droit à avoir une réduction de 30% de ces primes versées. Si vous versez plus que 980 €, la réduction à laquelle vous aurez droit, ce sera plus que 25%. D'accord? Mais, donc, il y a ces maximums, attention à ne pas dépasser. Donc, si par exemple je verse 900 € cette année, j'aurai droit à avoir une réduction de 300 € puisque ça fait 30%. Si je verse 1000 € cette année, j'en aurai plus droit qu'à 250 € de réduction. Donc vous voyez qu'il faut aussi réfléchir et savoir est-ce que c'est vraiment intéressant de verser des si gros montants alors qu'on voit qu'il y a un créneau dans lequel c'est pas intéressant de verser peut-être plus qu'on ne le souhaiterait. Alors, on ne peut jamais dépasser un versement de plus de 1260 €. Donc ça, faites attention. Alors, pour bénéficier de cette réduction, on en reparlera aussi plus tard, mais il faut bien prévenir l'administration. Donc, de nouveau, il faut bien déclarer que je verse ces primes. Où est-ce que je déclare le versement de ces primes? Au cadre 10, au code 361. Comme ça, l'administration, quand elle fera son calcul d'impôt, elle pourra voir que j'ai droit à avoir une réduction. Alors, quand je touche le capital de cette épargne pension individuelle, ça subit une taxation, évidemment, mais une taxation bien distincte, donc pas globale. Ça veut donc dire que c'est quelque chose qui va être taxé tout à fait distinctement. Alors, à quel taux? On parle de 8 à 33%. De nouveau, ça va dépendre de la manière dont on vous verse ce capital. Est-ce que c'est sous forme de rente? Est-ce que c'est sous forme de capital en une fois? Ça dépendra. Ce qu'il faut savoir aussi,
c'est cette règle-ci, que beaucoup de gens ignorent. C'est la règle qui dit que le capital d'une épargne pension sous forme d'assurance vie échappe à la taxation si aucune réduction d'impôt n'a jamais été réalisée. Sinon, il y a une taxation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre une épargne pension sous forme d'assurance vie, ce qui se fait très couramment. Sous forme d'assurance vie, ça veut dire que vous cotisez et que le produit d'assurance dit voilà, s'il y a 65, 6, 7, ça dépend de la loi à ce moment-là, vous êtes toujours vivant, vous touchez votre capital d'épargne pension. Mais si vous êtes décédé, il y a un bénéficiaire qui pourra avoir ce capital. Eh bien, si vous avez pris ce produit d'assurance-là, si vous n'avez jamais demandé aucune, mais je dis bien aucune réduction d'impôt pendant toutes les années où vous avez cotisé, le capital que vous toucherez ne sera jamais taxé. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine de calculer s'il vaut mieux demander une réduction chaque année ou s'il vaut mieux ne rien demander comme réduction. Comme ça, on sait que le capital ne sera pas taxé à la fin. Alors ça dépend franchement de l'âge auquel vous prenez cette pension. Si vous prenez cette épargne pension jeune, il vaudra mieux demander des réductions chaque année. Si vous prenez cette épargne pension plus âgée, il faut peut-être faire son calcul et voir si ça ne vaudrait pas la peine justement de ne pas demander de réduction d'impôt et donc éviter la taxation. Donc vous voyez, il y a ces trois piliers différents qui sont importants et donc qui forment le système de nos pensions qui est assez complexe et qui est assez complexe justement pour essayer de sensibiliser le contribuable au fait qu'il est important de se prémunir quand on sera plus âgé parce qu'on ne sait pas ce que le système de la pension légale va être d'ici quelques décennies. Alors, pour calculer la pension légale, enfin les pensions légales, on se base sur des formules différentes en fonction de votre statut de travailleur. Si vous avez été salarié, c'est une certaine formule. Si vous avez été indépendant, c'est une autre formule. Si vous avez été fonctionnaire, c'est encore une autre formule. Et on regarde aussi sa carrière. Je ne vous apprends pas toutes ces formules, ça n'a aucun intérêt, puisque ce sont les fonctionnaires du SPF qui s'en occupent. Mais vous devez juste savoir le principe. Alors, il se peut que dans une carrière, on ait évidemment cumulé un statut de salarié, un statut d'indépendant et un statut de fonctionnaire. Ce qui est mon cas, par exemple. J'ai été indépendante quand j'étais avocate pendant 10 ans, puis après, j'ai été salariée parce que j'ai travaillé voilà, dans d'autres choses en tant que juriste, et puis je suis rentrée dans l'enseignement en tant que salariée. Et puis après, j'ai été nommée dans l'enseignement, je suis devenue fonctionnaire. Donc ça veut dire qu'il y a tout un calcul qui va se faire sur ces années-là, et les formules vont être différentes en fonction de ces statuts pour autant d'années. Donc vous voyez que ça peut être tout à fait complexe. Alors, chacun a le droit de consulter finalement sa carrière et le montant de la pension qui pourrait être envisagé ou envisageable sur www.mypension.be. Peut-être que vous avez déjà été regardé. Si ce n'est pas le cas, ça vaut la peine. Vous pouvez donc vous connecter avec votre carte d'identité et en fait vous aurez accès à votre propre statut, propre dossier par rapport à cette pension personnelle. Alors, il faut savoir aussi que il y a des travailleurs justement qui ont très peu travaillé dans leur vie, ont été beaucoup soumis aux allocations de remplacement et qui du coup, quand on calcule leur pension, ils n'ont pas des montants très élevés, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, il existe ce qu'on appelle le GRAPA. Le GRAPA, donc, c'est un revenu minimum garanti aux personnes âgées, justement, qui auraient des revenus très très faibles, justement, par rapport à cette pension.
Les personnes âgées y ont droit, mais donc évidemment, il faut démontrer que la pension que l'on touche est vraiment très faible. Je me suis renseignée, ça tourne, le GRAPA tourne aux alentours de 1 000 € en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, si on est isolé ou cohabitant ou marié ou peu importe. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe quand, au cours d'une carrière, on a accumulé des périodes de travail avec des périodes de chômage, par exemple, ou de maladie, incapacité, interruption de carrière, etc., etc. Et en fait, lorsqu'on reçoit des allocations de remplacement, ça n'interrompt pas la carrière dans le calcul de la pension. En fait, on appelle ça des périodes assimilées au travail. Et donc, on va tenir compte de ces périodes comme si elles étaient assimilées à un travail, sauf que, évidemment, comme à ce moment-là, les revenus sont beaucoup moins importants, eh bien, ça va faire une chute, évidemment, dans le montant de la pension au moment où on va réaliser le calcul. Mais donc, on en prend bien compte et on n'interrompt pas cela sans prendre compte de quoi que ce soit comme montant. On en prend bien compte. Donc voilà ce on dit pour cette période assimilée, on calcule la pension sur base d'une rémunération fictive, puisqu'effectivement vous ne touchez pas de salaire. Alors, je vous laisse faire les exercices. Les exercices, donc, nous sommes, que je reprenne moi-même mon livret. On est toujours en chapitre 5. On a fait dernièrement l'exercice F. On est donc à l'exercice G. Bien que je vois ici, il est marqué chapitre 5 dans mon livret d'exercice. Alors, soit il est marqué G, soit il est marqué chapitre 5 dans votre livret d'exercice. De toute façon, c'est l'exercice qui commence par dire Pascal, cohabitant légal, a travaillé comme employé salarié dans une société de communication, etc. Alors, vous avez 1, 2, 3, 3 bis, 3 terres à résoudre. Donc, je vous propose de mettre pause à la capsule vidéo et de faire les exercices. N'oubliez pas que ces exercices doivent m'être remis sous forme de devoir via Moodle comme d'habitude. Alors, on poursuit. J'espère que les exercices ont été. Vous aurez évidemment l'occasion de vous autocorriger avec le correctif comme d'habitude. On poursuit donc avec le chapitre 6 sur les revenus divers. Alors, pour analyser ce chapitre 6, vous avez donc bien besoin de votre partie 2, cadre 16, puisque c'est bien ce cadre-là qui traite des revenus divers, et donc ces revenus divers se retrouvent dans la partie 2, puisque effectivement dans la partie 2, comme il y a peu de gens qui touchent des revenus divers, ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne que ceux justement qui touchent des revenus divers. Alors, c'est quoi les revenus divers? En fait, les revenus divers, ce sont des revenus qui sont explicitement déterminés par la loi comme tels et qui ne rentrent donc dans aucune autre catégorie de revenus. Alors, on va parler de sous-location, on va parler de plus-value immobilière, on va parler de profit occasionnel. Mais donc, ça veut dire que la loi détermine de manière exhaustive tous les revenus qu'elle considère comme revenus divers. Du coup, si dans la loi, on ne retrouve pas ces revenus, et si ça ne se retrouve pas dans une autre catégorie de revenus, ben, ça veut dire qu'alors, si je suis face à un revenu qui ne se retrouve nulle part, ça veut dire que c'est un revenu qui ne serait pas taxable. Alors, je donne toujours cet exemple parce que c'est le cas. Par exemple, tout ce que je touche à la loterie, donc si par exemple je touche, je ne sais pas moi, 1 million d'euros à la loterie nationale, eh bien ce million d'euros, je dis toujours, je suis doublement contente parce que, 1, j'ai gagné,
et donc ça fait toujours plaisir évidemment de gagner autant d'argent d'un coup. Et 2, parce que je sais que c'est pas taxable. Effectivement, ça ne rentre dans aucune catégorie de revenus, donc c'est tout bénef. Alors comme je dis toujours, la réjouissance est de courte durée parce qu'en général, ce million d'euros, vous ne le laissez pas dans une valise sous votre lit, vous investissez ça peut-être dans l'immobilier, peut-être dans des portefeuilles d'actions, etc. Donc du coup, une fois qu'on rentre là-dedans, ça redevient évidemment du taxable puisque ce sont des catégories de revenus bien particulières. Alors, la taxation de ces revenus divers est en principe distincte. Il y a quelques exceptions qui feraient qu'elle est globale, mais en général, c'est distinct puisque on va voir qu'il y a vraiment des taux très particuliers que l'on doit appliquer pour l'ensemble de ces revenus divers. Alors, vous verrez dans ces revenus divers qu'il y a 2 rubriques. Alors, il y a une première rubrique qui parle de revenus à caractère mobilier. Et puis, il y a une rubrique B qui parle d'autres revenus divers. Quand on parle des revenus divers à caractère mobilier, rubrique A, il faut toujours faire la déclaration selon le régime matrimonial des époux. Donc attention, n'oubliez pas, communauté, chacun déclare 50-50, séparation de biens, chacun déclare ses revenus propres. Alors que pour la rubrique B, les autres revenus divers, chacun va déclarer ses revenus divers dans son propre chef. Donc peu importe le régime matrimonial, donc même si je suis en communauté, eh bien c'est moi qui déclare mes propres revenus divers que j'ai touchés. Alors, dans cette rubrique A, il y a un petit point 1 qui parle de revenus dont la déclaration est facultative. Alors, revenus dont la déclaration est facultative, ces revenus divers sont imposables distinctement, en principe, à 30%. Alors, on parle de déclaration facultative au point 1, oui, et de déclaration obligatoire au point 2. Déclaration facultative, franchement, je ne vais pas plus loin parce que c'est vraiment quelque chose de très exceptionnel. Ça concerne ce qu'on appelle des lots afférents à titre d'emprunt d'origine étrangère. Des lots, en fait, ce sont des sortes de titres, sortes d'obligations qui sont liées à une loterie. Et donc, on peut être tiré au sort pour avoir un intérêt un peu plus important, mais c'est devenu exceptionnellement rare. La déclaration est facultative parce qu'il y a un précompte mobilier libératoire qui est perçu à la base. Vous savez tous ce que c'est maintenant un précompte mobilier libératoire. On en a parlé quand on a vu les revenus mobiliers, donc je ne reviens pas dessus. Pour la déclaration obligatoire, là, on en vient à des choses un petit peu plus concrètes qui peuvent se présenter assez régulièrement. C'est tout d'abord ce qu'on appelle la sous-location d'un bien immeuble ou ce qu'on appelle la cession de bail. Alors, la sous-location d'un bien immeuble ou la cession de bail, c'est le fait, on a déjà expliqué que ce serait monsieur A qui loue à monsieur B, ça c'est une relation de location, c'est du revenu immobilier, mais monsieur B qui louerait lui-même à monsieur C. Et ça, dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle une sous-location. D'accord? Une cession de bail, ça c'est le fait que monsieur A loue son bien à monsieur B, donc il y a un bail entre monsieur A et monsieur B, et monsieur B céderait son bail, par exemple parce que, je sais pas, il a une mission professionnelle à l'étranger, à monsieur C. D'accord? Ben, c'est ce qu'on appelle une cession de bail. Dans le cas de cette sous-location ou de cession de bail, je peux toucher évidemment un loyer annuel brut ou un montant dans la cession. Ce que je touche, je dois bien sûr le déclarer puisque c'est du taxable, c'est bien du revenu divers. Je dois donc déclarer ça dans le code 180. Donc quand vous regardez votre cadre 16 revenus divers,
cadre, je parle cadre 16, en fait non, c'est cadre 15, pardon, revenu divers, eh bien, il y a ce code 180, vous voyez donc, il faut bien déclarer ce que l'on a reçu. Dans le code 181, vous devez déclarer tous les frais que vous avez faits dans le cadre de cette sous-location ou cession de bail. Exemple, je ne sais pas, vous avez repeint des murs, vous avez vous-même un loyer à payer à votre bailleur. Tout ça, ça vient dans le 181, on va pouvoir le déduire évidemment. Alors, autre petit point, ce qu'on appelle la concession du droit d'apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires. Par exemple, vous avez une façade, on vous paye pour mettre une publicité dessus, c'est bien du revenu divers. Et donc, ce que vous touchez dans le cadre de ce support publicitaire, vous devez le déclarer, c'est bien du revenu divers, dans le code 184. Et donc, vous devez bien déclarer tout ce que vous avez reçu cette année. On parle toujours en termes annuels. Alors, dans le 185, on admet que vous puissiez indiquer des frais, parce que ça va venir en déduction. Et donc, vous pouvez déduire les frais réels, donc tout ce que vous auriez vraiment dépensé. Je ne sais pas, par exemple, vous avez dû rafraîchir cette façade pour qu'elle soit un peu plus jolie, ou la peindre, ou peu importe. Si vous ne mettez rien dans le 185, le fisc va, à défaut, déduire automatiquement un forfait de 5% par rapport au loyer annuel brut qu'il va considérer comme frais. Alors, petit c, on parle de produits de location du droit de chasse, pêche, tenderie. Ça, c'est le code 188. Donc, imaginons que vous avez, je ne sais pas moi, un bois, et que dans ce bois, il y a du gibier. Eh bien, vous autorisez des chasseurs à venir chasser dans votre bois. Ils payent quelque chose, ils vous payent quelque chose pour ça. Eh bien, vous devez déclarer ce loyer dans le code 188, puisque c'est bien du revenu divers taxable. Alors, je passe à la rubrique B de ce cadre 15. Autres revenus divers. Alors, autres revenus divers, donc vous tournez la page. Là, il y a plusieurs choses. Je ne vois pas tout, mais je vais voir les choses essentielles. Alors, dans ces autres revenus divers, on parle en premier lieu de bénéfices, profits occasionnels. Alors, bénéfices, profits occasionnels, en fait, ce sont toutes des activités que vous auriez prestées cette année de manière occasionnelle. Donc, tout à fait en dehors de votre cadre professionnel et qui sort de la gestion normale du patrimoine privé. Exemple, vous avez donné des cours particuliers à des étudiants, vous avez fait du babysitting, vous avez joué à la nounou après l'école pour des familles, etc. etc. Vous faites ça donc occasionnellement, ça n'a rien à voir avec votre profession. Et puis, ça n'a rien à voir avec la gestion normale d'un patrimoine privé. Donc, si par exemple, je ne sais pas moi, vous faites une brocante de temps en temps pour vider votre grenier, ça n'a rien à voir avec, évidemment, des revenus divers taxables. Par contre, si vous faites des brocantes toutes les semaines, ça devient quelque chose de plus régulier. Alors, il faut distinguer ces activités occasionnelles avec ce qu'on appelle l'économie collaborative, le cadre associatif et les services citoyens. En fait, ça, ce sont des activités, ça fait maintenant 2 ans que ça existe, ce sont des activités que l'on admet être faites par le contribuable et qui vont être exonérées en fait d'IPP. Et donc ce sont en fait des choses super intéressantes. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait on s'est rendu compte que celui qui fait du babysitting ou des cours particuliers, faut pas rêver, il met ça très peu dans ses revenus divers pour être taxé là-dessus.
Donc on s'est dit, autant réglementer ces activités et leur donner un cadre. Ce qu'on a fait, et donc on a appelé ça l'économie collaborative, c'est-à-dire des services que vous proposez via une plateforme numérique. List Minute, par exemple, vous pouvez aller voir. Hein. Alors, ce sont des plateformes qui doivent être agréées par le SPF, sinon ça ne fonctionne pas. Vous travaillez dans un cadre associatif, mais donc vous recevez une petite rémunération au-delà de vos frais. Vous faites des services citoyens, donc vous proposez, je ne sais pas moi, vous allez tondre la pelouse de temps en temps chez les voisins. Mais tout ça, en fait, ce sont des activités qui sont exonérées. Mais attention, exonérées jusqu'à un certain montant. Vous ne pouvez pas dépasser pour cet exercice 2020 6 250 € sur l'année et pas dépasser non plus un certain montant par mois, à savoir 520,83 €. Alors moi je trouvais génial ce système d'activité complémentaire exonérée, sauf que la Cour constitutionnelle a dit que ce n'était pas du tout constitutionnel, puisqu'en fait c'est discriminatoire par rapport aux activités d'indépendants complémentaires. Il fallait s'y attendre, donc du coup ça va être fini. Et donc on les accepte encore jusqu'à fin de l'année 2020, mais donc ça veut dire qu'en 2021 on ne pourra plus les faire, enfin si on les fait, on sera dans une obligation de déclarer, sinon on fait de la fraude. Alors, ces activités occasionnelles qui sont taxables, la limite est fragile parce qu'effectivement, on ne sait pas très bien si on est dans une économie collaborative encore acceptée ou si on est dans du revenu professionnel. Donc parfois, l'administration fiscale est embêtante et donc risque parfois de qualifier vos bénéfices profits occasionnels comme de véritables rémunérations professionnelles. Et ça, ça pourrait coûter très cher parce que du coup, ça vient dans votre paquet imposable globalement et vous allez devoir payer pas mal d'argent, évidemment. Alors, quand on est bien dans ces bénéfices profits occasionnels, il y a une taxation qui se fait et cette taxation, elle est quand même assez élevée, c'est 33%. Donc c'est pour ça que je vous disais que l'économie collaborative est-elle bienvenue parce qu'une taxation à 33%, enfin moi j'ai eu le coup, je fais du coaching scolaire pour les étudiants à l'université et donc les années précédentes, ce que je recevais pour être dans la légalité, je le déclarais et donc j'étais taxée à 33%. Or depuis cette économie collaborative, associative, service citoyen, eh bien je pouvais me permettre justement d'accumuler ces revenus en étant exonérée. Et en plus, en étant exonérée, je ne devais rien déclarer à l'IPP, donc rien à mettre dans la déclaration. Ici, voilà, à partir de 2021, finalement, toutes ces activités sont considérées comme activités occasionnelles, taxées à 33%. Donc vous voyez, 33%, c'est déjà un sacré montant. Alors, qu'est-ce que je dois déclarer dans quel code? Vous devez déclarer dans le code 200 le montant que vous avez perçu en brut. Et puis dans le 201, les frais qui auraient été occasionnés par cette activité. Frais de déplacement, frais de logistique, etc. Puisque ça va venir en déduction du montant brut que vous auriez perçu. Alors, dans le code 202, on admet des éventuelles pertes antérieures. Oui, ça arrive. Que vous avez accumulé des pertes dans le cadre de cette activité, vous pouvez déduire ces pertes que vous auriez fait l'année précédente dans le code 202. Alors, j'en arrive au point sur la plus-value sur les biens immeubles. Le reste, je ne vois pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, plus-value sur un bien immeuble. Qu'est-ce que c'est qu'une plus-value sur un bien immeuble? Une plus-value, c'est lorsque on vend un bien plus cher que ce qu'on l'a acheté. Donc quand on parle de plus-value sur un bien immeuble, ça veut dire que
j'ai vendu un bien immeuble plus cher que ce que je l'ai acheté. Dans ce cas-là, je fais une plus-value. Alors la question qui se pose, c'est lorsque je fais cette plus-value, est-ce que cette plus-value va être taxable? Alors, il y a des règles bien définies par rapport à ces plus-values. On distingue en réalité deux situations différentes. Il y a les plus-values sur les biens immeubles non bâtis. Et puis on verra qu'il y a une autre situation qui parle des plus-values qui sont faites sur les biens immeubles bâtis. Alors, quand on parle des biens immeubles non bâtis, donc c'est-à-dire les codes 205 à 208, quelles sont les règles qu'il faut suivre? Si j'ai acheté un terrain il y a moins de 5 ans de cela, et que je le revends et que je fais une plus-value, la plus-value qui va être calculée va être taxée à 33%. Je vais devoir la déclarer donc ici dans les 205 à 208 et je vais taxer à 33%. Donc imaginons que j'ai acheté un terrain, je ne sais pas moi, en 2016, que je le revends en 2019, il y a une plus-value qui est faite, cette plus-value elle va être taxée à 33%. Imaginons que j'ai acheté ce terrain il y a plus de 5 ans, mais moins de 8 ans. Donc imaginons j'ai acheté mon terrain, je ne sais pas moi, en 2012, je le revends en 2019, on est 7 ans après, donc ça dit au-delà de 5 ans, mais moins de 8 ans. Et si je fais une plus-value, il y a toujours une taxation, mais là, elle est de moitié. Ce ne sera plus que de 16,5%. Donc vous voyez que c'est déjà moins taxé, mais c'est taxé quand même. Et puis ici, mon terrain que j'ai vendu, je l'avais acheté il y a plus de 8 ans, là, si je fais une plus-value, il n'y a plus de taxation. Donc ça veut dire qu'on n'en parle plus, je ne dois même plus déclarer dans la déclaration à l'IPP. Alors, il y a une taxation aussi, et ça il faut bien comprendre, pour les terrains reçus à titre de don. Si il y a une vente de ce terrain dans les 3 ans du don et dans les 5 ans, 33%, ou 8 ans, 16,5% de l'acquisition du terrain par le donateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple mon père achète un terrain en, je ne sais pas moi, en 2017, et puis il me donne ce terrain, il fait une donation, d'accord, de ce terrain, il me donne ce terrain en 2018. Et moi, je revends ce terrain en 2019. Eh bien, si je fais une plus-value, il va y avoir une taxation de 33%. Pourquoi? Parce que j'ai revendu ce terrain bien dans les 3 ans du don. Oui, il me l'a donné en 2018 et je l'ai donné en 2019, donc c'est 1 an. Et je l'ai bien revendu dans les 5 ans où mon père a acquis ce terrain. Oui, il l'a acquis effectivement en 2017. Donc, je revends, on est 2 ans après, donc on est toujours dans ces 5 ans. Donc, faire attention, d'accord? Dans le cas des donations, je ne peux pas revendre comme ça et me dire je ne serai pas taxé sur la plus-value, si, quand même une règle à respecter. Alors, la plus-value, c'est vrai, c'est la différence, on dit, entre le prix de vente et le prix d'achat. Mais attention, on va voir que ce n'est pas si évident que ça et qu'en réalité, il faut tenir compte de différents frais. Et que la plus-value, ça se calcule. Ce n'est pas simplement faire le prix de vente moins le prix d'achat et on voit si on a un solde positif ou négatif. En fait, ça va plus loin que ça. Alors justement, quelle est cette formule? Cette fameuse formule, vous allez voir que c'est plutôt en faveur du contribuable parce qu'on va pouvoir ajouter pas mal de frais au prix d'achat, enfin pas mal d'éléments, et au prix de vente, on va pouvoir aussi déduire d'autres éléments. Alors, quand on veut déterminer le prix d'achat, on va prendre d'abord le prix que l'on paye pour le bien immeuble. D'accord? Donc, j'ai acheté un terrain à, je ne sais pas moi, 50 000 euros. Eh bien, je prends ces 50 000 euros. Puis, je vais pouvoir ajouter
à ces 50 000 euros tous les frais que j'ai faits dans le cadre de cet achat. Alors, soit j'indique les frais que j'ai réellement dépensés, frais typiques qu'on a réellement dépensés dans le cadre d'un achat, les frais de notaire, les droits d'enregistrement ou je sais pas, les droits de TVA quand on parlera de biens immeubles bâtis. Ou alors, j'estime que le forfait est mieux pour moi et je peux ajouter ce qu'on appelle un forfait de 25%. 25% donc du prix payé. C'est pas fini. Je vais pouvoir en plus ajouter 5%, mais attention, par année entièrement écoulée. Entièrement écoulée du montant total précédent. Donc ça veut dire que entre mon achat et la vente, il s'est écoulé du temps. Eh bien, ce temps, on va le calculer en années. Combien est-ce qu'il y a d'années entièrement écoulées qui se sont passées? 1, 2, 3, 4, 5, bref. Par année écoulée, je vais pouvoir ajouter 5%. Donc, si par exemple, je sais pas, moi j'ai acheté mon bien immeuble le 1er avril 2018 et que je le revends le 1er mars 2019, là malheureusement il n'y a pas un an qui s'est écoulé. Donc je ne peux pas ajouter 5%. Par contre, si je le revends le, je sais pas moi, 20 juin 2019, là il y a bien un an qui s'est écoulé. Si je le revends, je sais pas moi, le 1er janvier 2020, il n'y a pas 2 ans qui se sont écoulés. Si je le revends le 18 septembre 2020, il y a bien 2 ans qui se sont écoulés. Donc faites attention à ce délai. Donc par année écoulée, donc là dans mon dernier exemple, il y aurait 2 ans qui se sont écoulés, je vais pouvoir ajouter 10% puisqu'il y a bien 2 ans qui se sont écoulés. Et puis c'est pas fini, je vais pouvoir ajouter ce qu'on appelle les éventuels frais de travaux qui auraient été faits par des entrepreneurs agréés. Alors éventuels frais de travaux, par exemple j'ai dû faire un défrichage de mon terrain pour le rendre exploitable. Quand on parlera de biens immeubles bâtis, j'ai fait des travaux de rénovation, cuisine, toit, je sais pas, n'importe quoi. Ça a été fait par des entrepreneurs agréés, je vais pouvoir ajouter le montant de ces travaux. Ça va déterminer mon prix d'achat. Et puis, je vais devoir le comparer avec le prix de vente. Et la formule pour déterminer le prix de vente, on va prendre le prix auquel le bien a été vendu. Donc, je vends mon terrain, d'accord, 60 000 euros par exemple. Et de ce prix de vente, je vais pouvoir enlever les frais que j'aurais dépensés dans le cadre de cette vente. Imaginons que je sois passé par exemple par une agence immobilière. Tout le monde sait qu'un agent immobilier prend une commission. Eh bien, je vais pouvoir alors déduire ce que j'ai dû lui payer pour faire cette vente. Alors, on fait un exemple. On prend l'exemple suivant qui dit ceci. Un exemple, donc un terrain acheté à 19 000 euros le 18 septembre 2015. Il est revendu le 16 avril 2019 pour 25 000 euros sans frais. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une plus-value taxable ou pas dans la situation qui est présentée? Je vous dis que le contribuable opte pour les frais forfaitaires d'acquisition. Alors, comment est-ce qu'on va faire? C'est vrai que là, à première vue, on se dit, ah ben oui, il y a une plus-value puisqu'il a acheté 19 000, il l'a revendu 25 000. Oui, mais attention, il faut bien déterminer cette plus-value en faisant la comparaison entre ces deux prix avec ces formules-là. Donc, on va le faire ensemble. Prenez votre machine, d'accord? Alors, vous pouvez toujours essayer de le faire vous-même. Vous mettez pause et vous essayez de le faire vous-même pour voir si vous n'avez pas compris. Mais sinon, vous revenez et je vous montre comment on fait. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est déterminer le prix d'achat. Alors, le prix d'achat, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans? Je vais pouvoir mettre le prix payé. Alors, le prix payé, ça va être 19 000 euros. Tout le monde est d'accord. À ça, je vais pouvoir ajouter, on me dit, les frais.
réel ou forfaitaire. Ici, je dis qu'il opte pour les frais forfaitaires. Alors, frais forfaitaires, c'est 25%, d'accord, de 19 000 euros. Ça fait combien? Si vous prenez votre machine, vous allez arriver à 4 750. Okay. Là, j'arrive déjà à un total, et c'est important de le faire, le total, de 23 750. C'est important de faire ce total parce qu'on me dit ici que je peux ajouter 5% par année entièrement écoulée du montant total précédent, donc bien de ce montant-là. Donc là, je vais ajouter. Alors, combien il y a d'années qui se sont écoulées complètes entre les deux? Il y a 3 ans. D'accord? Puisque du 18 septembre 2015 jusqu'au 16 mars 2019, il y a 3 ans et demi, mais il n'y a toujours que 3 ans. Donc on ne parle pas de 4 ans, il y a bien 3 ans. Si c'est 3 ans, ça veut dire que je peux ajouter 3 fois 5%, ça fait bien 15%. D'accord? 15% de quoi? 15% du montant précédent, de 23 750. Ça veut dire que je peux ajouter combien? Vous calculez, hein, avec votre machine, ça va vous faire 3 562,5. D'accord? Et là, vous pouvez encore ajouter, on vous dit, les éventuels frais de travaux entrepreneurs agréés. Ici, il n'a pas fait de travaux, donc je m'arrête là. Du coup, ça me donne un prix d'achat total de 27 312,5. D'accord? Donc, vous avez bien fait 19 000 plus 15 750. On a ce montant-là, on ajoute les 15%. J'arrive bien à 27 312,5. Maintenant, je vais comparer ça avec mon prix de vente. Alors, mon prix de vente, je vais faire la même chose. Ici, on me dit que c'est le prix auquel le bien a été vendu. Alors, je l'ai vendu combien? J'ai vendu 25 000. Et je peux enlever les frais réels. Or, ici, cette personne, elle n'a pas fait de frais, je vous le dis. Donc, si je compare, je l'ai acheté 27 312,5, je l'ai vendu 25 000. Est-ce que j'ai fait une plus-value? La réponse est non, puisque quand je compare les deux, mon prix d'achat est plus élevé que mon prix de vente. D'accord? Donc, prix d'achat plus élevé que prix de vente. Donc, il n'y a pas une plus-value, mais il y a ce qu'on appelle même une moins-value. Une moins-value de combien? Vous faites la différence entre les deux et vous allez avoir une moins-value de 2312,5. Oui, puisque 27 312,5, j'ai vendu que 25 000, il me manque 2312,5 pour y arriver à ça. Donc j'ai fait une moins-value. Alors cette moins-value, eh bien, on va voir qu'elle va pouvoir être déclarée pour pouvoir en tenir compte et avoir une déduction dans la base imposable, ce qui est intéressant, évidemment. Euros. Alors, voyez donc comment ça fonctionne. Vous allez faire des exercices, évidemment, là-dessus. Alors, je poursuis les slides. Là, on était dans les règles pour les plus-values sur biens immeubles non bâtis. Maintenant, quelles sont les règles pour les plus-values pour les biens immeubles bâtis? Ça sont des autres codes. Si on fait une plus-value taxable, il faut déclarer ça au 171 et à 173. Si le bien immeuble bâti que je vends, je l'ai acheté il y a moins de 5 ans, la plus-value que je fais va être taxée à 16,5%. Donc imaginons que j'ai acheté un bien immeuble, je ne sais pas moi, en 2015,
et que je le revends en 2019, bah, on est à moins de 5 ans, ça fait que 4 ans entre les deux. Donc malheureusement, si je fais une plus-value taxable, elle va être taxée à 16,5%. Par contre, si j'ai acheté ce bien immeuble il y a plus de 5 ans, imaginons que j'ai acheté, je sais pas moi, en 2012, je le revends, je fais une plus-value, il n'y a aucune taxation de cette plus-value. D'accord? Donc rien à déclarer. Pareil que la règle précédente pour les terrains, il y a aussi une taxation pour les biens immeubles bâtis reçus à titre de don si vente dans les 3 ans du don et dans les 5 ans de l'acquisition du bien immeuble par le donateur. Donc attention ici, bien voir quand est-ce que j'ai eu la donation et faire attention de ne pas revendre dans les 3 ans et dans les 5 ans de l'acquisition du bien immeuble par le donateur. C'est important parce que si je fais une plus-value, il y a une taxation. Alors, comment je calcule la plus-value? Exactement de la même manière que je l'ai vu précédemment. Donc, faire une différence entre le prix d'achat et le prix de vente avec tous les paramètres à mettre en place. Alors, il y a quand même une exception. Si je fais une plus-value sur l'habitation familiale, il n'y aura pas de taxation. Alors, l'habitation familiale, c'est donc bien l'habitation propre, hein, donc je suis domiciliée dedans. Mais attention, on estime qu'une véritable habitation familiale, c'est une habitation dans laquelle j'ai eu mon domicile pendant au moins 12 mois, d'accord? Et attention, si je fais une plus-value, elle n'est pas taxable pour autant que je revends bien cet immeuble familial dans les 6 mois de son inoccupation. Donc ça veut dire que si je n'arrive pas à revendre dans ce laps de temps, si je revends après ce laps de temps, si je fais une plus-value, elle sera taxable. D'accord? Mais si je suis dans ce laps de temps, il n'y a pas de souci. Alors, si j'en reviens à mon calcul de plus-value, voir si cette plus-value est taxable, il faut que j'applique les formules qu'on a vues précédemment pour la comparaison entre prix de vente et prix d'achat. Alors, on va faire un exemple. On prend l'exemple d'un appartement qui est acheté à 175 000 € le 12 mai 2015. Il y a des transformations qui ont été faites par un entrepreneur agréé pour de 22 500 €. Je revends cet appartement le 16 juin 2019 pour 300 000 € avec des frais d'agence de 7 500 €, TVA comprise. La question qu'on pose, c'est est-ce qu'il y a une plus-value taxable? Et je vous dis ici que le contribuable opte pour les frais forfaitaires d'acquisition. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre pause et d'essayer vraiment de faire cet exemple tout seul. Et bien après, vous revenez sur cet exemple, puisque je le corrige. Alors, vous avez fait, on va voir si vous avez fait ça de manière correcte. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord prendre mon prix d'achat. Alors, mon prix d'achat, je vais mettre quoi dedans? Le prix que j'ai payé. 175 000 €. D'accord? Je peux ajouter à ça les frais forfaitaires, puisque je vous dis que cette personne a pris les frais forfaitaires. Alors, 25% de 175 000 €, ça fera 43 750. Là, je fais déjà le total. J'arrive à 218 750. À ça, on m'a dit que je pouvais ajouter 5% par année complète qui se sont écoulées entre l'achat et la vente. Alors ici, combien d'années complètes se sont écoulées? Il y a bien 4 ans, puisque je l'ai acheté le 12 mai 2015, je le revends le 16 juin 2019. 4 ans, ça veut dire que 4 fois 5 ans, 4 ans fois 5%, ça fait bien 20%. Alors je vais pouvoir ajouter 20% de ce montant-là. Ça veut dire que, si vous faites le calcul, 20% de 218 750, ça fait 43 750. Vous pouvez en plus ajouter les transformations, d'accord? Puisque ce sont des rénovations, transformations que vous auriez faites par un entrepreneur agréé.
Et là, vous avez payé combien? 22 500. Du coup, vous faites le total, vous arrivez à un prix d'achat total de 285 000 euros. Maintenant, il faut déterminer le prix de vente. Le prix de vente, à quel prix j'ai revendu? À 300 000 euros. D'accord. Et à ça, vous pouvez enlever les frais, d'accord, que vous avez réellement dépensés dans le cadre de cette vente. Or, j'ai fait appel à une agence, j'ai fait des frais de 7 500 euros, donc je peux les enlever. Ce qui me donne un montant de 292 500. Alors, est-ce que j'ai une plus-value? Comme ça sera plus clair. Oui, puisque le prix d'achat est moins élevé que le prix de vente. Donc j'ai revendu plus cher que ce que j'ai acheté. Effectivement, 292 500, c'est plus élevé que 285 000. Donc la plus-value, elle va être de combien? Vous faites la différence entre les deux. Et la différence entre les deux, c'est 7 500 euros. Taxable, oui taxable, puisque je suis moins de 5 ans entre l'achat et la vente. Donc ce sera taxable. Et donc ça, ça va être taxable à 16,5%. Et il faudra le déclarer dans votre déclaration. Il faudra le déclarer dans le code 171, puisqu'il s'agit bien d'une plus-value taxable. Alors vous allez faire évidemment des exercices dessus. Alors, il n'y a pas de taxation des plus-values réalisées sur les biens immeubles bâtis ou non, recueillis par succession, un bien immeuble qui appartiendrait à un mineur ou à un incapable, ou un bien immeuble qui a fait l'objet d'une expropriation. Donc ça, ce sont des exceptions, évidemment. Donc, si par exemple, il y a une plus-value qui est réalisée sur un bien immeuble que vous avez recueilli dans le cadre d'une succession, donc vous avez reçu un appartement, par exemple, de la succession de votre père, vous le revendez, s'il y a une plus-value, c'est pas taxable. Si c'est un bien immeuble qui est revendu et qui appartenait à un mineur ou à ce qu'on appelle une personne incapable, vous avez dû voir ça en droit civil, eh bien la plus-value n'est pas taxable non plus. Et évidemment, si vous vous êtes fait exproprier du bien et qu'il y a une plus-value, mais ça m'étonnerait très fort évidemment, eh bien la plus-value n'est pas taxable non plus. Alors, comme je vous l'avais dit, si le contribuable fait une perte, celle-ci est déductible. Et donc, pour être déductible, il faut évidemment la déclarer. Et donc ça, on la déclare dans les codes 207, 208 pour les immeubles non bâtis ou 172 et 173 pour les immeubles bâtis, même si elle a été faite antérieurement. Donc ça veut dire que si antérieurement la perte a été importante, on n'avait pas pu l'apurer sur les autres revenus, vous pouvez continuer à la déduire et c'est là évidemment du coup qu'on la déclare. Alors les plus-values sur participation importante, ça c'est un autre point. Je ne m'arrête pas spécialement dessus. C'est le code 174. En fait, c'est une plus-value qu'on aurait fait par rapport à une revente d'actions qui représente au moins 25% du capital d'une société. Si c'est le cas, eh bien, je dois le déclarer et il y aura une taxation à 16,5% de cette plus-value. Alors, par contre, point qui peut revenir assez régulièrement dans le portefeuille d'un contribuable, c'est ce qu'on appelle les plus-values sur action. Alors, une plus-value sur action, on en avait déjà parlé quand on a vu les revenus mobiliers. Quand on fait une plus-value sur action, c'est
considéré comme du revenu divers et il y a une taxation à 33%. Mais attention, pour que ça soit bien considéré comme une plus-value taxable, il faut que ça soit des plus-values qui soient faites sur des reventes d'actions qui sortent du cadre de la gestion du bon père de famille. Donc ça veut dire que quelqu'un qui achète juste un petit portefeuille comme ça et qui ne fait pas de spéculation, la spéculation étant, je vous rappelle, acheter absolument dans le but de revendre pour pouvoir faire des bénéfices, si on ne fait pas de spéculation, ce n'est pas taxable. Donc si j'achète un petit portefeuille et que je revends de temps en temps des actions, je ne sais pas moi, 1 an ou 2 après, et que je fais du bénéfice, ben, ce n'est pas du taxable. Alors, quelle est la limite? C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. En fait, l'administration prend 6 mois de limite. Donc, on estime que les actions que vous vendez plus de 6 mois après les avoir achetées, si vous avez une plus-value, et que vous faites ça seulement de temps en temps, on vous considère encore comme bon père de famille et donc ce ne sera pas taxable. Mais si vous sortez de ce cadre, c'est taxable évidemment et c'est taxable à 33%. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de déduction de frais possible non plus, donc c'est vraiment une taxation importante. Alors, je termine cette séance avec le chapitre 6 bis avant de vous laisser faire les exercices. Alors, le chapitre 6 bis, c'est important. C'est un tout petit chapitre qui concerne un tout petit cadre. Mais c'est important parce que ici on parle de rente alimentaire. Alors on a déjà parlé de rente alimentaire, souvenez-vous, il y a un petit temps lorsqu'on avait vu les jobs d'étudiants. On a vu quand un jeune reçoit une rente alimentaire, est-ce que c'est du taxable ou non? Et on a vu que oui, c'est du taxable et ça rentrait dans une certaine mesure pour pouvoir faire le calcul pour voir s'il était toujours à charge. Alors une rente alimentaire, ça ne concerne pas qu'un jeune dans le cadre de son éducation. En fait, ça concerne d'autres situations aussi. D'abord, les rentes alimentaires, il faut savoir que pour les déclarer, il faut prendre le cadre 6 et le cadre 8. Ces deux cadres vont être concernés par les rentes alimentaires en fonction de celui qui reçoit ou celui qui verse. Tout d'abord, une rente alimentaire, c'est un montant qui est versé par un contribuable à un autre contribuable en vertu de ce qu'on appelle une obligation légale ou une obligation judiciaire. Alors, on dit que cette rente doit être régulière, le bénéficiaire ne doit pas faire partie du ménage, doit être dans un état de besoin et qu'il faut un paiement en espèces. Je m'explique. Un montant versé en vertu d'une obligation légale, c'est tout ce qu'on appelle les obligations alimentaires. En fait, il faut savoir que le Code civil oblige les ascendants et les descendants d'une obligation alimentaire. Donc ça veut dire de secourir l'autre de manière alimentaire pour autant qu'on en ait les moyens. Alors cette obligation existe entre ascendants et descendants, donc ça veut dire entre parents et enfants, entre grands-parents, petits-enfants, et même jusqu'aux beaux-parents, les beaux-parents étant les parents de votre conjoint. Et ça va dans les deux sens. Donc par exemple, un enfant pourrait être redevable d'une contribution alimentaire à l'égard de son parent, ou un parent à l'égard de son enfant, peu importe l'âge. Ici, on n'est pas dans un devoir d'éducation, il ne faut pas confondre non plus avec les allocations familiales, etc. Ça n'a rien à voir. Donc ici, si par exemple, pour un exemple, mon père devait être dans un état de besoin, donc il n'arrive plus à joindre les deux bouts, comme on dit, je lui verse du coup une obligation alimentaire. D'accord? Bah oui, puisque la loi me dit de le faire. Donc soit je le fais spontanément, soit je pourrais être évidemment traîné en justice pour devoir le faire. Alors attention, je ne dois vraiment le faire que si j'ai les revenus qui vont avec, sinon je ne dois pas le faire. Ça, c'est bien une obligation alimentaire. Autre exemple, je verserai un montant à mon fils qui est en difficulté, qui pourtant
voilà, est autonome, mais il est en difficulté, il n'arrive plus à joindre les deux bouts non plus. Ben, c'est aussi une obligation légale d'obligation alimentaire. On vous dit, le montant qui est versé, c'est soit en vertu d'une obligation légale, donc comme je viens d'expliquer, soit en vertu d'une obligation judiciaire. Et ça, en fait, ça vise toutes les rentes alimentaires qui font suite à des divorces ou à des séparations et à des enfants en jeu. Alors, soit divorce, ben parce que on devrait, il y a des cas où on doit verser une rente alimentaire à l'ex-conjoint. En fait, c'est pour lui faire garder un certain niveau de vie. Ça, c'est bien une rente alimentaire, donc au conjoint. Et puis, il y a les rentes alimentaires que je dois verser pour un enfant dont je n'ai pas la garde ou une garde qui n'est pas équivalente à ce que fait l'autre parent. Je dois verser une rente alimentaire pour l'éducation de cet enfant. C'est ce qu'on avait vu dans le cas des jobs d'étudiants. Et bien, dans ces cas-là, il faut savoir que ces rentes alimentaires, elles vont être taxables dans le chef de celui qui la reçoit et elle va être déductible dans le chef de celui qui la verse. Alors, une vraie rente alimentaire, elle est considérée comme telle si elle est bien régulière, donc tous les X, je verse cette rente, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans même, ça pourrait être le cas, c'est considéré comme régulier, que le bénéficiaire de cette rente ne fait évidemment pas partie de votre ménage, d'accord, donc c'est pas quelqu'un que vous pouvez avoir à votre charge par exemple. Donc par exemple, je sais pas si je verse quelque chose à mon fils qui est en cote, il est toujours domicilié chez moi, il est toujours à ma charge, hein, donc ça ne marcherait pas. Il faut que la personne soit bien en état de besoin, ça veut dire qu'elle n'arrive plus à subvenir à ses besoins de manière individuelle. Et il faut que je fasse cette rente alimentaire sous forme d'espèces. Donc ça veut dire que je dois verser de l'argent. Je ne peux pas verser des autres aides. Donc si par exemple, je dirais à mon père, écoute, moi je préfère payer tes courses chaque fois que tu y vas, comme ça je suis sûre que tu ne vas pas les dépenser, je ne sais pas moi, pour aller boire, par exemple, qu'il aurait des problèmes d'alcool. Ben, le problème, c'est que ça ne marche pas et ce ne serait pas considéré comme une rente alimentaire. Alors, sauf exception, en fait, la grande exception qui existe, c'est si par exemple mon parent, enfin mon père par exemple, devrait être euh, placé dans une maison de retraite. Et si c'est moi qui paye, par exemple, le prix de cette maison de retraite, tous les mois ou tous les trimestres, eh bien ça pourrait être considéré comme une rente alimentaire, parce que c'est vraiment dans son propre besoin à lui, et on peut le démontrer, évidemment. Alors, c'est important ces rentes alimentaires parce que celui qui reçoit cette rente alimentaire, il est taxé sur cette rente alimentaire. Il doit donc la déclarer. Alors, où est-ce qu'il va la déclarer et comment il la déclare? Il doit la déclarer dans le cadre 6, d'accord, au code 192. Qu'est-ce qu'il doit déclarer dans ce cadre 6? La totalité de la rente qu'il reçoit, par an toujours, hein. On parle toujours en termes d'annuel en IPP. Donc, il faut bien déclarer la rente que je reçois pour moi, puisqu'il faut bien, donc évidemment, déclarer ça dans le chef de celui qui la perçoit. Donc, bien distinguer la contribution alimentaire de l'enfant de la pension alimentaire d'un adulte. Si moi, par exemple, je reçois de mon ex-mari, je ne sais pas moi, 5 000 euros, mais que dans ces 5 000 euros, il y a 2 500 euros pour moi en tant que pension alimentaire ex-conjoint et 2 500 euros pour mes enfants, pour veiller à leur éducation, etc. Ben, les 2 500 euros, moi, je dois la déclarer dans ma déclaration pour moi, et les 2 500 autres euros, il faudra bien que je mette ça dans la déclaration de mon enfant, comme on a vu ça dans le job d'étudiant. Donc bien faire attention, parce que malheureusement, il y a des contribuables qui ne font pas cette distinction, et c'est dommage parce qu'ils mettent tout dans leur propre déclaration, et ils vont être taxés là-dessus, alors qu'ils auraient pu justement mettre ce qu'il fallait dans la déclaration de leur enfant, qui sera probablement pas taxé parce qu'ils seront en dessous du minimum exonéré d'impôt, du maximum exonéré d'impôt. Alors, la taxation de cette rente alimentaire, par contre, elle va se faire donc globalement. Donc ça veut dire qu'on va mettre cette rente alimentaire dans le fameux paquet,
avec peut-être les revenus immobiliers, le salaire, voilà. Mais je vais la mettre dans ce paquet qu'à concurrence de 80%. D'accord? Je ne dois pas la mettre à 100%. Donc si par exemple je reçois 1 000 euros, ben, je sais que cette rente alimentaire va être taxable qu'à concurrence de 80%. Il n'y a que 800 euros qui vont pouvoir être taxés. Donc attention, mais je mets bien la totalité de la rente. C'est pas parce que c'est taxable à 80% que je dois remettre 80%. Je mets bien tout. Et puis en fait, celui qui verse la rente, mais lui, en fait, il doit aussi la déclarer parce qu'il a droit à avoir une déductibilité de cette rente. Donc si par exemple mon ex-conjoint me verse 1 000 euros, eh bien lui, il va pouvoir indiquer, mais ce n'est pas le même cadre que moi, dans le cadre 8, qui me verse une rente. Et donc dans les cadres 390, 392, il va pouvoir indiquer ces 1 000 euros. Et il va pouvoir déduire ça. Mais déduire, attention, pas à 100%, il va pouvoir déduire à 80%. Donc ça veut dire que, et on verra ça dans les calculs d'impôt, ben, sa base imposable va pouvoir être déduite de 80% de la rente. Donc s'il me verse 1 000 euros, il va pouvoir enlever 800 euros de sa base imposable parce qu'il me verse une rente de 1 000 euros et qu'il y a 80% qu'il peut déduire. Alors, vous allez aussi faire des exercices là-dessus. Et donc, du coup, bah, il faut prendre son livret. Et là, je vous demande de faire les exercices de chapitre 6 et 6 bis. Il y a des exercices de 1 jusqu'à 4 avec des bis, terre, quater. Donc voilà, faites bien ces exercices. Je vous demande, comme d'habitude, l'exercice d'imposition 2020, qu'est-ce que vous devez remplir comme code, plus répondre aux questions si je pose d'éventuelles questions. Je vous rappelle donc que c'est bien un devoir à me rendre via Moodle, comme d'habitude. Faites ce travail sérieusement, c'est vraiment pour vous, hein. D'accord? Voilà, je vous laisse, je vous souhaite bon travail, à bientôt et prenez soin de vous.